qui motive les jeunes Français à quitter leur famille et leur pays pour se déplacer en Ukraine, puis en guerre? D'où vient cette volonté d'agir en essayant d'aider le peuple étranger? Que fait l'initiative Stand with Ukraine? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Tadej, étudiant de Sciences Po à Paris, qui s'est déplacé en Ukraine pour travailler avec l'initiative Stand with Ukraine. Il consacre son temps d'une manière bénévole pour aider un pays qu'il est en train de découvrir. Bonjour Tadej, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes volontaire français qui se trouve actuellement en Ukraine. Vous êtes ici depuis 2 mois déjà. Vous êtes aussi diplômé, vous avez licence en sciences politiques et licence en économie à Sciences Po à Paris. Donc vous avez déjà vos premiers diplômes et vous envisagez de continuer vos études supérieures en France ensuite. Alors ma première question serait toute simple. Pourquoi êtes-vous en Ukraine? Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter votre ville, de quitter votre famille, de quitter votre cercle d'amis pour vous déplacer dans un pays en guerre? Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Pour moi, le fait d'être ici, c'est un petit peu l'aboutissement d'un long processus de comment transformer les émotions, l'indignation de cette guerre en contribution utile sur le terrain, parce que ça faisait très longtemps que je voulais être en Ukraine, mais toute la question était de savoir comment le faire de manière utile. Alors, l'Ukraine, ce que ça représente pour moi, j'ai habité longtemps en Europe centrale, en Europe de l'Est, c'est une région vraiment dont je suis amoureux, et pourtant, j'étais jamais venu en Ukraine auparavant. Pour moi, la guerre m'a touché vraiment très personnellement parce que tout d'un coup, c'était pour moi la révélation que malgré tout ce qu'avaient dit les experts sur le fait que la guerre n'adviendrait pas, que voilà, tout ça c'était du bluff, que pour moi c'était tout simplement qu'il y avait à nouveau des choses qui étaient vraies. À savoir qu'une dictature allait envahir son voisin de manière complètement arbitraire. Et ça, cette injustice criante m'a vraiment touché très personnellement. Alors au début, voilà, c'était vraiment une indignation sourde contre ce qui se passait, et ça a été une grande douleur au début pour moi que de ne pas... Alors, est-ce que j'aurais pu aider de ne pas savoir quoi faire? Et donc voilà, aujourd'hui, je suis en Ukraine justement pour apporter une réponse à cette indignation, en espérant être aussi utile que je puisse pour la cause ukrainienne, et puis pour mon pays également. Et pourtant, vous avez mentionné que vous connaissez déjà quelques pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale. Quels étaient d'ailleurs ces pays? Alors par exemple, j'avais habité en République tchèque, en Allemagne, en Serbie, et puis j'avais beaucoup voyagé en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, dans les pays baltes, etc. Donc vous connaissez un peu la région, mais pas spécifiquement Ukraine, et vous n'êtes pas un russisant, n'est-ce pas? Donc vous pratiquez, vous parlez pas le russe. Alors j'avais fait 2 ans de russe à l'université. À l'époque, quand j'étais arrivé à Sciences Po, pour moi, je voulais recommencer une langue slave après avoir habité en République tchèque. Et puis voilà, il se trouvait que le russe était la seule langue slave offerte à l'époque. Donc voilà,
c'était plus une coïncidence, je pense, qu'autre chose. Quelles étaient les réactions? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment de la décision prise, le moment où vous vous êtes dit, voilà, ça y est, je prends mon billet, j'y vais. Et quelle était d'ailleurs la réaction de votre entourage, de vos parents, de vos amis, de vos copains, de votre faculté aussi? Euh, Encore une fois, ça a été plus gradué peut-être, parce que pendant longtemps, j'imaginais ce que ça pourrait être, mais sans jamais vraiment imaginer que ça puisse être possible. Et puis j'en ai parlé à des amis de la famille qui m'ont dit mais eh ben, très bien, si c'est ce que tu veux faire, cherche comment le faire. Donc c'est ce que j'ai fait alors pendant plusieurs mois même. J'ai voilà, multiplié les occasions, les contacts pour essayer de trouver un moyen d'aller en Ukraine et de me rendre utile, parce que bon, de fait, on peut prendre son billet et arriver dans un hôtel à Kiev. C'est pas la première difficulté. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire là-bas pour être utile. Et voilà, donc ensuite, une fois que j'ai rejoint l'organisation Stand With Ukraine, j'en ai informé mes amis, bien sûr. J'ai eu la chance que ma famille m'ait soutenu depuis le début, même si pour eux, c'est vrai que c'est très difficile à imaginer l'Ukraine. Et c'est très difficile parce que on n'a tout simplement plus pas l'habitude de s'interroger sur ce qu'est un pays en guerre. Voilà, notre image de l'Ukraine en dit une chose. On imagine un pays sous les bombes. Il l'est, un pays agressé, il l'est, mais qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Tout le monde ne vit pas la guerre de la même manière. Les combats sont concentrés dans une zone, en termes de pourcentage du territoire de l'Ukraine, qui est infime. Donc qu'est-ce que ça veut dire être à Kiev alors que le front est à 500 km? Ça, je pense que c'est plus dur à mesurer quand on est en France. Et ma première surprise a été que quand je suis arrivé dans une ville qui vivait normalement, alors bien sûr avec beaucoup de soldats, les affiches de recrutement qui témoignent bien de la guerre, mais dans une ville normale. Et ça face à tous mes amis qui me demandaient mais alors qu'est-ce que c'est, est-ce que tout va bien, etc. C'est surprenant de leur dire, bah écoutez, oui, vraiment, tout va bien. Mais, et ça, j'ai été très prudent de ce côté-là, c'est de garder une grande humilité, une grande prudence, sachant qu'on ne sait pas, sans leur avoir parlé auparavant, ce que les gens autour de nous ont vécu. L'apparence est normale, mais les gens, alors, tout d'abord, ont vécu les premiers mois de la guerre en devant partir, ou alors en voyant la guerre quand ils sont restés. Les gens connaissent des gens qui sont partis, soit des gens qui ont vécu la guerre de très près. Donc voilà, il ne faut pas non plus... J'ai essayé de faire attention à arriver en Ukraine sans préjugés de ce côté-là. Oui, tout à fait, mais il faut aussi préciser pour nos auditeurs que vous êtes arrivé en Ukraine vers le mois de février 2023. C'est ça. Donc le moment où les frappes contre les objets énergétiques se sont diminuées et il y avait presque plus de coupures d'électricité. Je ne sais pas si vous avez vécu. Et donc il n'y avait pas de ce problème-là. L'hiver était encore ici, mais il n'y avait pas tellement de problèmes côté... Il y avait bien sûr quelques frappes encore. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand j'en parle à mes amis, je fais bien attention de dire que je suis arrivé alors que la situation était revenue à la normale, mais que, évidemment, ce n'est pas pour ça que l'Ukraine n'est plus en guerre. Oui, justement. La nuance est importante. La guerre est visible, elle est dans l'expérience des gens qui sont ici, que vous croisez dans les rues, sans le savoir peut-être, mais aussi il suffit de se déplacer un petit peu. Et donc voilà, vous avez mentionné l'organisation avec laquelle vous avez commencé votre volontariat, votre bénévolat. C'est l'organisation qui s'appelle Stand With Ukraine, c'est un nom en anglais, ce qui n'est pas typique pour des associations françaises. Alors est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste l'activité principale de cette association et en quoi est-ce que vous, jeunes diplômés de Sciences Po, vous pouvez être utile pour leur activité? Bien sûr. Donc, Stand With Ukraine, c'est une organisation, donc une association française, créée quelques jours avant le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, pour renforcer autant que possible le soutien en France à l'Ukraine, à son peuple attaqué. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire sensibiliser sur l'Ukraine, faire parler de l'Ukraine, mais également informer sur l'Ukraine. Parce qu'il y a l'invasion, il y a la douleur au quotidien, auquel il faut apporter notre solidarité, mais
tout ça ne peut marcher que si nous arrivons à expliquer qui sont les Ukrainiens. Pourquoi est-il si important de défendre ce peuple européen qui vit une guerre? Des guerres, il y en a beaucoup dans le monde quand même. Donc ça passe par... Alors en France, l'activité principale de l'association, ça passe par plusieurs canaux. Donc il y a tout d'abord le fait de promouvoir la culture ukrainienne, de donner la parole aux réfugiés ukrainiens, expliquer quels sont... également informer sur l'histoire de l'Ukraine. En France, on n'a reconnu l'Holodomor que très récemment, alors que c'est un élément... Enfin, c'est la mort de millions de personnes, c'est constitutif de l'identité ukrainienne. Ensuite, alors, toujours en France, c'est des activités aussi politiques de sensibilisation. Donc, Stand With Ukraine a organisé les grandes manifestations en soutien à l'Ukraine au début de la guerre, chaque semaine ensuite, et puis à nouveau une grande manifestation pour voilà, le triste anniversaire de la guerre. Au moment des élections législatives, il y a eu une charte de soutien à l'Ukraine que Stand With Ukraine a distribuée à tous les candidats à la députation pour qu'ils aient l'occasion d'exprimer très clairement leur position en faveur de l'Ukraine ou non. Donc voilà, toutes ces activités en France. Et l'activité dans laquelle moi je m'inscris en ce moment, c'est la campagne des Lumières pour l'hiver, qui consiste à créer au niveau le plus local, donc le niveau municipal, des liens entre la société française et la société ukrainienne. Parce que pour soutenir l'Ukraine, pour mobiliser la société française en faveur de l'Ukraine, il faut que nous connaissions l'Ukraine, et ça doit passer par des contacts humains. Donc notre conviction, c'est que ces contacts que nous créons au niveau local, donc entre maires, entre communes qui décident de s'engager pour l'Ukraine, nous arriverons à mobiliser la société française par les connaisses de terrain qu'ils auront désormais de l'Ukraine en faveur de ce pays. Donc concrètement, mon travail, c'est de mettre en contact, d'organiser les premières étapes des partenariats entre les communes françaises et ukrainiennes. Donc beaucoup de communes françaises ont rejoint notre initiative qui consistait à financer des générateurs, des groupes électrogènes au moment des frappes sur les infrastructures ukrainiennes qui laissaient bâtiments, écoles, maternités, mairies sans électricité, de financer des générateurs qui permettent d'assurer le courant à la population civile. Donc la manière dont ça a fonctionné, c'est que de nombreuses communes ont versé des subventions à l'association, qui a acheté des générateurs et les a livrés aux communes ukrainiennes. Et ensuite, mon travail désormais, c'est de mettre en contact les communes françaises qui ont financé ces générateurs et les communes ukrainiennes qui les ont reçus. Ça, c'est la première étape de ce partenariat. Et ensuite, sur la base de ce contact, nous créons les prochaines étapes. Enfin, nous approfondissons le partenariat. Alors, ça touche à beaucoup de champs. Tout d'abord, dans le sens le plus simple du terme, montrer que nous sommes là, montrer que la France est là, que les Français ne sont pas indifférents à ce qui se passe en Ukraine. Je suis encore très frappé, par exemple, par le partenariat entre l'agglomération de Saint-Brieuc et la ville ukrainienne d'Ovrouch. Alors Ovrouch, c'est une petite commune de 10 000 habitants près de la frontière biélorusse. C'est une ville dans laquelle pas forcément beaucoup de gens se rendent. Et il y a toujours le danger d'une attaque éventuelle. En plus, bien sûr. Et donc voilà, avoir le vice-président de l'agglomération de Saint-Brieuc qui venait à Ovrouch, qui venait écouter le maire d'Ovrouch, qui venait rencontrer les gens. Voilà, ça c'est magnifique parce que... Donc vous travaillez aussi sur des voyages, c'est-à-dire que les maires, les représentants municipaux, ils viennent ici. Tout à fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça, à savoir qu'une fois que le contact est établi, notre travail, alors au début c'est une vidéoconférence, simplement pour que les gens se rencontrent, se situent, et puis ensuite nous organisons des visites, alors de part et d'autre, parce qu'on a eu des délégations de maires ukrainiens qui sont venus en France, qui sont venus apprendre de l'expertise des communes françaises, parce que les communes françaises ont énormément à offrir à un pays comme l'Ukraine, que ce soit dans des idées, dans l'urbanisme, dans la France a par exemple une grande expertise dans ce qui est le traitement des déchets, l'épuration de l'eau, etc., que ça soit dans le dialogue avec les habitants, que ça soit dans le développement de l'identité des territoires, le patrimoine historique,
culturel, que ce soit dans le rapport à l'Union européenne, des choses comme ça. Les communes françaises ont énormément à offrir. Donc pour nous, c'est très important que les maires ukrainiens aient accès à cette ressource. Et puis ensuite, dans l'autre sens, que les maires françaises puissent venir en Ukraine, voir, constater la situation, constater également l'aide qu'ils ont apportée, parce que les générateurs fonctionnent, et ça, il faut le voir. Et puis puissent également rapporter en France ce qu'ils ont vu et entendu en Ukraine, et contribuer à être ambassadeur de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et comment vous choisissez les communes? Quelles communes mettre en contact pour établir les partenariats? Pourquoi la commune de Saint-Brieuc est ralliée à celle où il y a un partenariat avec celle de Vrouch et pas avec une autre? C'est-à-dire que c'est votre choix, ou c'est un choix où vous proposez aux maires français de choisir une commune qui voudrait ou pourrait soutenir? En règle générale, nous organisons les partenariats parce que alors l'agglomération de Saint-Brieuc, c'était un petit peu différent parce que c'est une grande agglomération qui a un service de relations internationales, qui a des moyens importants. Donc en l'occurrence, nous leur avions proposé plusieurs possibilités de communes ukrainiennes que nous savions intéressées et vraiment désireuses d'un partenariat avec la France. Et l'agglomération de Saint-Brieuc a choisi de faire un partenariat avec la ville d'Ovrouch. En règle générale, c'est dur en France de situer les communes ukrainiennes, ce que représentent les différentes régions, ce que représente la proximité avec la guerre aux différentes périodes de l'invasion. Donc c'est plus simple pour nous en Ukraine, et avec les contacts de terrain, de voir les partenariats qui seront les plus prometteurs. C'est d'ailleurs mon travail. Je suis français, j'ai étudié en France, je vois assez bien, je pense, les interrogations, les désirs des communes françaises, et nous sommes avec eux en contact constamment pour vérifier que c'est bien le cas. Et le fait que je sois en Ukraine avec des contacts sur le terrain, alors parce que je visite moi les villes partenaires ukrainiennes, mais aussi avec les contacts que nous avons à Kiev, je vois également quels partenariats sont possibles du côté ukrainien. Donc mon travail, c'est effectivement plutôt de choisir de part et d'autre les contacts. Selon vos estimations, quel serait le nombre approximatif, voire approximatif, de ces communes déjà, de ces partenariats qui sont déjà en place, c'est-à-dire que ceux qui fonctionnent déjà? Donc nous avons des partenariats entre une cinquantaine de communes françaises et ukrainiennes. Il y en a encore beaucoup à venir parce que de nombreuses communes ukrainiennes ont reçu des générateurs, de nombreuses communes françaises en ont financé. Donc mon travail, c'est vraiment de transformer ces financements et ces contacts avec la France en Ukraine en partenariat. Donc il y en a encore à venir, et notre objectif, ça serait d'atteindre plusieurs centaines pour que nous ayons vraiment un maillon en France de communes qui soutiennent l'Ukraine. Pour que ça soit vraiment que ces communes soient acteurs en France et dans la société française du soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons donc très longtemps travaillé sur les générateurs parce que c'était le besoin le plus urgent, et il l'est encore de toute façon parce que les infrastructures énergétiques sont toujours abîmées, et il y aura bien sûr l'hiver prochain. Même si la fin de l'hiver, là, pour l'instant, fait que c'est moins une priorité. Donc désormais, nous regardons comment étendre, ou alors comment développer une nouvelle campagne sur le thème de l'accessibilité à l'eau potable, qui sera un énorme sujet en Ukraine, alors surtout dans le sud, avec le climat plus aride, plus sec pendant l'été. Mais de manière générale, l'Ukraine est un pays où l'infrastructure d'eau potable gagnerait vraiment à être améliorée quand ça sera possible. Quand vous approchez une commune française, serait Saint-Brieuc ou une autre, est-ce que vous avez remarqué dans un certain nombre de cas des réticences, des doutes des maires français sur la nécessité et surtout sur l'urgence d'aider l'Ukraine? Est-ce que vous pouvez constater qu'il y ait cette solidarité plus ou moins forte dans différentes régions de l'Ukraine? Et comment vous l'expliquez? Je pense que ce sont
c'est des choix très personnels. C'est très personnel comme démarche de s'engager pour l'Ukraine. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute, mais j'ai mes raisons, j'ai mes convictions. Et je pense que c'est alors, en règle générale, je pense que la plupart des gens en France sympathisent avec l'Ukraine, ont une solidarité avec l'Ukraine, parce que... Oui, d'après les sondages, si je ne me trompe pas, vous me corrigez si je me trompe, 75% ou voire 80% Voilà, des Français au moins, soutiennent. parce que je pense que Oui, tout mais le monde voit ce qui se soutenir passe. comme ça, soutenir comme soutenir l'Ukraine et agir en faveur de Voilà, l'Ukraine, ce sont deux la choses question différentes. c'est agir. Et ça, je pense que c'est plus... Comment dire? C'est peut-être plus distant, ou alors ça interroge plus parce que quand on agit, on devient acteur de ce qui se passe. Et je pense que, bon, pour beaucoup, tout simplement, il doit y avoir la crainte peut-être de ne pas avoir tous les éléments, parce qu'engager sa commune, c'est un vrai choix qui engage, c'est une responsabilité. Donc je pense que notre travail, c'est vraiment de permettre à ces maires, mais sans grande considération géopolitique, etc. Là n'est pas la question. Notre sujet, c'est de développer des contacts humains locaux entre la France et l'Ukraine qui permettent ensuite aux gens, mais en France, de se faire leur propre opinion une fois qu'ils auront vu l'Ukraine. Quand vous avez des amis en Ukraine, quand vous avez des gens que vous avez rencontrés en Ukraine, qui vous ont dit ce qui s'est passé, qui vous ont raconté ce qui s'est passé dans leur village, la question d'agir ou non pour l'Ukraine se pose complètement différemment. Donc notre projet, c'est de créer ces contacts par une aide. Alors au début, un générateur, ça coûte à partir de quelques centaines d'euros. C'est pas un très grand investissement, mais c'est quelque chose de très concret. C'est un objet très concret qui permet, pour un petit investissement, à des mairies françaises d'apporter une aide à des communes ukrainiennes. Et ça, voilà, notre travail sur cette contribution, c'est de rassembler les gens. Et puis ensuite, une fois que les contacts sont créés, que les relations sont créées, de voir s'épanouir des partenariats sur des choses beaucoup plus développées. Mhm. Et si on parle de l'Ukraine, en Ukraine, il y a beaucoup de communautés et chaque communauté a ses problèmes et son rapport avec la guerre. Et il y a celles qui ont été directement touchées par la guerre, celles qui étaient occupées, qui étaient dévastées. Et il y a d'autres communes qui ont resté un peu à l'écart de combat dans cette première phase et qui le sont encore aujourd'hui. Quels sont vos choix? Comment vous agissez pour sélectionner les communes en Ukraine? Est-ce que vous préférez celles qui étaient les plus touchées sans aller... Est-ce que vous risquez d'aller trop loin vers la ligne du front aussi? Il n'y a pas de préférence dans la mesure où l'Ukraine, nous voulons créer des contacts avec l'Ukraine dans son entièreté. Donc, et puis une fois qu'on a parlé des batailles, des bombardements, etc., c'est toute l'Ukraine qui est en guerre. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de distinction particulière à faire. Et nous avons des partenariats avec des villes qui sont à quelques dizaines de kilomètres du front, donc où le sujet des bombardements se pose de manière beaucoup plus concrète. Et puis d'autres villes qui en sont très éloignées. Mais l'éloignement ne veut évidemment pas dire distance avec la guerre et son impact, parce que moi j'ai souvenir de petites villes ukrainiennes que nous avons visitées, que ce soit Ovrouch, des villes dans la région de Vinnytsia par exemple, où à partir du moment où les habitants s'engagent pour la guerre, se portent volontaires pour aller au front, où il pouvait y avoir une garnison dans la ville, et ben la guerre vous touche très personnellement. Moi, j'ai souvenir... Alors, la ville de Kalinivka, dans la région de Vinnytsia, est en partenariat avec la ville de Sainte-Ménéhould, en France. Et à Kalinivka, avant la guerre, il y avait une brigade de l'armée, ou alors est-ce que c'était la garde nationale ou le ministère de l'Intérieur? Enfin, voilà, une brigade qui est aujourd'hui au front. Ben voilà, les bulletins des pertes, les habitants sont à 800 km de la guerre, mais la guerre, ils en entendent parler ben voilà, tous les 2 jours. Donc,
je pense que voilà, chaque expérience, mais voilà, vous le savez mieux que moi, mais chaque expérience est distante et précieuse en elle-même. Et voilà, il n'y a pour moi en tout cas aucune distinction à faire et nous voulons vraiment représenter l'Ukraine dans son entièreté en France. Et puis tout simplement, il y a le sujet des réfugiés dans l'ouest de l'Ukraine. Alors c'est effectivement pas les combats, mais à partir du moment où la population de votre ville a tout d'un coup doublé, comment vous faites pour accueillir les réfugiés, les enfants déscolarisés, la charge sur les infrastructures d'eau, d'électricité, c'est des sujets énormes. Et là aussi, les communes françaises ont tout autant de choses à apporter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cette guerre, elle a des dimensions beaucoup plus larges, ce qu'on imagine par rapport quand on pense que la guerre, c'est uniquement les combats ou uniquement géopolitique, etc. C'est très bien que vous élaborez cet aspect plus profond et plus global de ce que la guerre représente. Ça fait 2 mois que vous, un peu plus déjà, 2 mois, que vous vivez en Ukraine, que vous êtes ici, en chair et en os, et que vous voyez des gens, vous voyez les Ukrainiens, vous voyagez aussi. Donc, et voilà, ma question serait sur vos impressions. Qu'est-ce que vous aviez sans doute une idée de ce que l'Ukraine, ce qui est un pays en guerre, avant de venir ici. Mais quelles étaient vos impressions sur place? Qu'est-ce que vous avez appris sur l'Ukraine durant votre séjour, ce qui n'était pas du tout évident pour vous avant de venir ici? Alors la première évidence, sans doute, c'est ce que représente la guerre. On entend parler de la guerre dans les médias. J'ai toujours suivi très activement le déroulé de la guerre dans les nouvelles, mais il faut mesurer ce que représente la guerre. Et pour moi, ça a été vraiment un choc que de mesurer, alors quantitativement c'est un secret, mais qualitativement, la perte que représente la guerre pour la société ukrainienne. Le sacrifice des gens les plus intelligents, les plus brillants de ce pays qui s'engagent pour défendre leur patrie et qui jusqu'au sacrifice ultime parfois, et de mesurer ce que ça représente, cette perte, pour moi, c'était vraiment un grand choc. Quand une amie étudiait le coréen en Ukraine, et il y avait un grand expert de la Corée en Ukraine, qui parlait le coréen comme un Coréen qui avait un spécialiste. Et ben voilà, cette personne aujourd'hui n'est plus parmi nous parce que les éléments les plus brillants de la société ukrainienne se sont engagés pour la défendre. Donc, il est décédé, il est mort au front. Il est mort au front, tout à fait. Donc, face à cette tragédie, il faut d'abord la mesurer, mais surtout, j'ai été bouleversé par la dignité du peuple ukrainien qui va de l'avant. Ça, en Ukraine, on vit, parce que cette guerre, tout simplement, est pour la vie. Donc, voilà, sans doute, sûrement qu'après la guerre, on prendra mesure de la tragédie que ça représente, du coût que ça représente, et tout le monde en est intuitivement conscient de ce que représente ce coût de la guerre. Mais aujourd'hui, on va de l'avant pour reconstruire. On ne sait pas quelle issue de la guerre. On reconstruit, on développe des projets. Voilà, pour moi, c'est vraiment admirable. Ensuite, au-delà de ce que représente la guerre, il y a tout simplement ce qu'est l'Ukraine. Et ça aussi, pour moi, c'est une surprise. Alors, peut-être moins parce que ça fait longtemps que j'essaie de m'informer sur l'Ukraine avant de venir, etc. Mais quand on arrive en Ukraine, on découvre un pays qui peut être différent de nos attentes. On entend parler de l'Ukraine pour la guerre, pour les réfugiés qui viennent d'Ukraine, pour, vu de France, l'Ukraine comme extrémité de l'Europe. Et c'est très intéressant de découvrir qu'en fait, l'Ukraine est un acteur. L'Ukraine, c'est pas juste le dernier pays avant la Russie. C'est un acteur, un pays indépendant à part entière. Par exemple, qui en France sait à quel point Kiev est une ville moderne. À Kiev, on paye tellement carte bleue que la dernière fois que j'ai essayé de payer en cash, on a dû sortir les enveloppes sous le bureau parce que ça faisait 1 semaine que les gens n'avaient pas reçu un paiement en argent liquide. Qui sait que l'Ukraine est une terre
d'immigration également. Qu'en Ukraine, on trouve des Géorgiens, beaucoup. On trouve des Biélorusses qui, eux, fuient leur répression. Des étudiants étrangers de divers pays d'Europe et hors d'Europe. Que les Ukrainiens sont un peuple à part entière. Et qu'il faut vraiment qu'on... En tout cas, j'ai été surpris à quel point il faut que nous prenions conscience que l'Ukraine n'est pas juste, pour nous, une périphérie. C'est un acteur à part entière avec laquelle il faut vraiment qu'on intègre ce paramètre. Oui, tout à fait. Un pays intéressant avec son histoire, avec sa subjectivité. C'est donc le sujet qui était discuté, qui était un peu ignoré, et même beaucoup ignoré dans les années précédentes, surtout avant cette grande invasion russe. Là, maintenant, c'est plus visible, c'est palpable presque, parce que c'est vrai que l'Ukraine aujourd'hui, elle a son mot à dire aussi, quand il s'agit de la défense de l'Europe, mais quand il s'agit aussi de la modernisation. Vous avez évoqué les cartes bleues, mais on peut évoquer aussi pas mal d'autres services, comme sur les smartphones, qu'on peut avoir à n'importe quel service online assez rapidement, et c'est vraiment très moderne. Vous voyagez beaucoup, un peu quand même, en Ukraine. Vous vous êtes aussi rendu dans les régions un peu dévastées, un peu détruites par la guerre, notamment dans la région de Tchernigiv, au nord de l'Ukraine. Quelles étaient vos impressions que de voir déjà ce que ça représente, le passage de l'armée russe en l'occurrence, dans les terres d'un pays? Alors effectivement, je me suis rendu dans la région de Tcherniv, également au nord-ouest de Kiev, donc que ce soit Irpin, Borodyanka, Moshchun, Boutcha, etc. En partie parce que à Kiev, il y a beaucoup de groupes de volontaires, alors en général des jeunes professionnels ou alors des jeunes tout court qui ont un métier dans le civil, mais qui veulent s'engager pour leur pays, parce qu'ils ne sont pas au front. Donc c'est très intéressant pour moi, cette question de comment, quand on n'est pas à la guerre, comment est-ce que, en termes d'identité, comment est-ce qu'on légitimise le fait qu'on reste à Kiev. Donc beaucoup de gens qui le week-end vont reconstruire des villages dans la région de Tcherniv notamment. Donc le procédé est assez simple. On arrive avec des seaux, des pelles, on ramasse les gravats, on abat les murs détruits, et puis ensuite on reconstruit. Ils sont grands, ces groupes? Est-ce qu'ils sont grands, ces groupes? Ah oui, tout à fait. Ça, il y en a plusieurs, hein, mais les plus grands font sur la boue Telegram, il doit y avoir 4000 personnes, et à chaque fois, c'est des centaines de personnes qui y vont. Donc c'est vraiment des gens très motivés. Pour moi, cette région, voir ces villages, c'est pas évident, parce que la guerre est passée par ces villages déjà il y a 1 an. Donc il n'y a plus de traces de véhicules, à part la destruction, il n'y a pas d'autres traces de la guerre. Et puis également, en tant que volontaire, moi je ne connaissais pas ces villages avant. Les Ukrainiens avec lesquels je suis, eux, ont évidemment d'autres repères, parce que ces villages, c'est leur enfance. Mais moi, j'arrive sans avoir vu ces villages auparavant. Donc voilà, que le village soit détruit, c'est au final assez normal quand on a suivi la guerre en Ukraine. Donc il faut mesurer ce que ça représente. Ces portes, ces grilles, ces criblés de balles, ces murs noircis, ces maisons éventrées. C'est vrai qu'il faut s'arrêter et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et là, on réalise à quel point, ce que représente la destruction dans son niveau, à son niveau le plus infime et le plus énorme. C'est-à-dire qu'il faut réaliser. Pour moi, c'était très frappant de réaliser qu'un obus qui fait 20 cm à tout casser détruit une maison. Qu'en 30 secondes, on détruit le travail sans doute d'une génération qui ont construit leur village. Et c'est dingue de se dire que ça prendra des semaines et des semaines à des dizaines de volontaires pour reconstruire ce qui a été cassé en 30 secondes. Et puis ensuite, il y a ce qui ne peut pas être reconstruit. Les grand-mères la propriétaire de la maison qui explique vaguement au leader du groupe comment elle aimerait qu'on reconstruise, et qui observe les bras croisés
ces dizaines de volontaires, ces gros gaillards venus de Kiev, reconstruire sa maison? C'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça représente de voir... je sais pas, si on devait détruire mon enfance et de voir ensuite des gens venir la reconstruire, est-ce que d'un côté on casse ce qui était déjà cassé, il faut détruire les derniers murs de la maison pour pouvoir la reconstruire. Donc ça veut dire qu'on construit une nouvelle maison, donc on rompt définitivement avec le passé. Ça doit sans doute être douloureux, j'imagine. D'un autre côté, c'est l'espoir que les villages en Ukraine, en général, c'est beaucoup de population âgée. Alors de voir des dizaines de jeunes venir comme ça, pelle à la main, soit à la main, avec de la musique, reconstruire des villages, sans doute que ça doit être peut-être quelque chose de réjouissant. Et puis voilà, j'essaye, alors quand j'y suis, j'essaye de discuter dans mon ukrainien sommaire avec les gens, avec les propriétaires des maisons, avec les gens qu'on rencontre. Et imaginez que oui, ces gens-là ont vu la guerre, ont vu l'occupant, etc. Alors que bon, l'occupant aujourd'hui, maintenant, il est très loin. Voilà, beaucoup de curiosité et d'humilité, en espérant ensuite pouvoir raconter ce que j'ai vu en Ukraine, en France. Et donc, ma dernière question, au groupe de questions à vous, serait sur la France. D'ailleurs, vous devenez petit à petit ancré ici en Ukraine, 2 mois, c'est pas rien. Vous restez à l'intérieur de cette société, vous voyagez, vous communiquez, vous voyez des gens différents, des grandes-mères dans les villages détruits, mais aussi des mères, des gens importants de communes différentes, tout aux 4 coins de l'Ukraine. Donc, voilà, vous ouvrez pour vous tout un monde. Mais à la fois, on a toujours cette actualité de la guerre, on a toujours cette diplomatie, notamment la diplomatie française sur la guerre en Ukraine, qui a des moments très différents. Et donc, votre regard sur le rôle de la France en tant qu'État, donc cette politique étrangère de la France par rapport à cette guerre, quelle serait votre évaluation et quel changement vous voyez dans la manière dont la France réagit à cette guerre? Alors pour moi, il y a une certitude, c'est que mon travail en faveur de l'Ukraine, c'est un travail pour la France. Tout simplement parce que si nous voulons que la France soit un pays moderne, soit un pays lucide, soit un pays adapté aux évolutions du monde, il faut que la France soit aujourd'hui présente en Ukraine. C'est un impératif. La catastrophe, pour moi, serait que sur la base de nos préjugés, souvent en faveur de la Russie et par ignorance de l'Ukraine, on s'abstienne en se disant c'est pas nos affaires. Et qu'ensuite, nous nous étonnions quand le monde réuni en Ukraine au moment de la reconstruction, on n'y voit pas la France. Donc pour moi, je suis vraiment absolument déterminé sur le fait que c'est un service à la France que d'y faire connaître l'Ukraine. Une fois qu'on a dit ça, c'est du coup effectivement assez frustrant quand on a l'impression que l'enjeu monumental de ce qui se passe n'est pas compris en France. Un sujet tout simple, à savoir les Jeux Olympiques à venir, c'est une évidence que les athlètes russes ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques à Paris. La présidente de l'association de triathlon russe est la fille du ministre de la Défense. On ne peut pas imaginer que les athlètes de triathlon, qui la plupart du temps sont également dans l'armée, participent à Paris aux Jeux Olympiques. Alors ensuite, sur les détails de la diplomatie française, c'est un avis purement personnel, donc c'est pas forcément, je parle ni en tant qu'expert, ni en tant que professionnel, donc c'est peut-être différent, mais c'est tout simple, il faut que la France soit en Ukraine, que la France livre des armes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais si nous souhaitons la victoire de l'Ukraine, il faut lui donner les moyens de se défendre. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, je comprends évidemment qu'en France, ça fait 100 ans que nous avons une certaine image de la Russie comme alliée pendant la Première Guerre mondiale, cette vision romantique de l'aristocratie russe, de sa littérature. Évidemment,
quand on ne connaît pratiquement rien de l'Ukraine, sauf ce que la Russie a bien voulu nous dire à son sujet, évidemment que c'est difficile de tout d'un coup faire un virage à 180 degrés. Pourtant, c'est le test. C'est le test de savoir est-ce que nous arriverons, est-ce que nous sommes encore suffisamment souples, suffisamment intelligents, suffisamment confiants en l'avenir pour nous départir pour nous défaire de ces stéréotypes et observer le monde de manière lucide. Le monde de manière lucide, c'est que la Russie a envahi l'Ukraine et y commet des crimes de guerre qui sont des multiples de ce que nous avons connu ces dernières années. L'histoire de la Russie, c'est certes l'Ukraine, mais c'est aussi les hôpitaux syriens bombardés sans relâche, c'est la Tchétchénie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pleinement conscience du massacre qu'a été la Tchétchénie ? Pas forcément. Et pourtant, les Ukrainiens et toute l'Europe de l'Est nous disent c'est le modus operandi russe. Les dernières déportations du régime soviétique, en Estonie, c'est il y a 70 ans. En Crimée, c'est il y a 80. Enfin, je veux dire, en France, nous avons besoin de manifester la curiosité et l'humilité nécessaires à développer une nouvelle vision de cette région-là. Nous pensions que la Russie était peut-être un pays bienveillant à notre égard. Nous avons en face de nous des crimes, une invasion et la moitié de l'Europe qui nous dit « vous vous êtes complètement trompé sur la Russie ». Pour moi, le grand test, c'est est-ce qu'on arrivera, oui ou non, à voir le monde avec la lucidité nécessaire. Je suis confiant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'Assemblée nationale a reconnu l'Holodomor. On parle des crimes du groupe Wagner. Mais au-delà de ça, il faut rompre une bonne fois pour toutes avec l'idée encore présente et largement sordide que, une fois que cette affaire de famille sera réglée, nous pourrons négocier. C'est pas le cas et il faut qu'on mesure qu'à la fin de cette guerre, ça ne peut pas être une guerre à moitié. Si l'Ukraine perd, l'Ukraine sera rayée de la carte et des millions de personnes seront déportées comme il y a 70 ans, parce que la Russie n'a pas changé. Soit la Russie perd, et dans ce cas-là, la Russie aura son propre chemin historique à suivre. Mais l'essentiel pour moi, c'est de réaliser à quel point ce qui se passe aujourd'hui est monumental, nous touche tous, où que nous soyons en Europe, parce que c'est notre identité qui est en jeu. Est-ce que nous arriverons à tenir nos valeurs, à défendre l'Ukraine, sa démocratie, son espoir de liberté, ou est-ce que nous espérons nous en tirer par quelques tours de passe-passe financiers et diplomatiques à court terme, mais qui sonnera à terme le déclin assuré de notre civilisation européenne. Merci beaucoup Tadej pour ce plaidoyer en faveur de l'Ukraine, en faveur de valeurs universelles, valeurs européennes qu'on partage avec l'Europe. Merci aussi pour cette conversation tout à fait intéressante qui est intéressante de plusieurs points de vue. Merci beaucoup et merci pour votre engagement au nom de l'Ukraine, mais aussi au nom et surtout au nom de la France et au nom de l'Europe. Merci beaucoup. Podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Tadej, jeune volontaire français, étudiant de Sciences Po à Paris, qui se déplaçait en Ukraine pour travailler avec l'initiative Stand with Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.